La voix sèche de Madame Durand claqua dans l'air silencieux de la salle de classe comme une règle frappant un bureau. Clara, réponds à la question. 30 paires d'yeux se tournèrent vers la fille assise au dernier rang. Une silhouette frêle, les cheveux soigneusement tressés, les doigts crispés autour d'un crayon qu'elle n'avait pas utilisé de toute la matinée. Clara Morel ne leva pas la tête. L'horloge au mur battait le temps. Le monde entier semblait suspendu. Puis, comme toujours, le bruit arriva, un ricanement venu du premier rang. Elle parle jamais, chuchota un garçon assez fort pour que tout le monde entende. Peut-être qu'elle a la bouche cassée. Un éclat de rire général. Les épaules de Clara se raidirent. Ses yeux restèrent fixés sur l'écran du tableau numérique où s'affichaient des fractions floues, pareilles à de la brume. Sa gorge la brûlait. Elle voulait parler, mais sa voix refusait de sortir. Madame Durand soupira, le même soupir fatigué qu'elle poussait depuis des mois. Très bien. Quelqu'un d'autre, alors. Le rire s'éteignit, remplacé par le grattement monotone des stylos. Clara posa ses paumes à plat sur le bureau pour cacher le tremblement de ses mains. Ses ongles s'enfoncèrent dans le bois verni. La douleur, au moins, elle la comprenait, pas comme celle qui vivait dans sa poitrine. La cloche sonna. Les élèves se précipitèrent dehors, hurlant de joie, leurs sacs balançant comme des drapeaux de liberté. Clara resta assise. Elle traçait des lettres invisibles du bout du doigt sur le bureau. « Clara, ma chérie, dit Madame Durand d'une voix plus douce. Ta mère a appelé. Elle aura un peu de retard. » Clara hocha simplement la tête. Elle savait ce que cela voulait dire, encore une heure seule. Encore un trajet en voiture sans un mot. Encore un dîner où les mots flotteraient dans l'air mais aucun ne serait les siens. Quand la professeure partit enfin, Clara rangea ses affaires avec un soin méthodique. Chaque cahier aligné, chaque stylo fermé. Puis elle sortit dans la cour. Le soleil de midi faisait scintiller la fontaine en marbre au centre. Un groupe de filles riait près de l'eau. Regardez, la princesse muette, lança Camille, la plus populaire. Les autres éclatèrent de rire. Clara se figea. Elle aurait voulu disparaître. Se plier en elle-même et s'effacer. Mais avant qu'elle ne bouge, une voix douce surgit. « Tu n'as pas à les écouter. » Clara se retourna. Une petite fille de son âge, peut-être plus jeune, se tenait près du chariot de nettoyage du concierge. Des boucles brunes encadraient son visage, ses yeux bleus brillaient d'une malice tendre. « Moi, c'est Lina, dit-elle. Mon père nettoie ici. » Clara cligna des yeux. Elle l'avait déjà vu, courant dans les couloirs, fredonnant pendant que son père passait la serpillière. Mais elle n'avait jamais parlé à personne. Pourtant, quelque chose, ce jour-là, la poussa à rester. Lina pencha la tête. « Tu aimes dessiner, non ? Je t'ai vu regarder les dessins à la craie près des escaliers. » Clara hésita, puis hocha la tête. Le sourire de Lina s'élargit. « Tu veux voir un truc cool ?» Elle posa sa pomme à moitié mangée, sortit un morceau de craie blanche de sa poche et s'accroupit près du mur. En quelques traits rapides, elle dessina un arbre à pas parfait, mais vivant, ses racines serpentant comme des vignes et ses branches s'étirant vers le ciel. « On l'appelle l'arbre des études, expliqua-t-elle. Papa dit que les arbres grandissent mieux quand on s'en occupe. Alors toi aussi, tu pourrais apprendre mieux ici. » Clara resta muette, fascinée. Un nœud dans sa gorge, mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était autre chose. Une chaleur douce, comme un rayon de soleil glissant dans une fissure. Lina sourit. « Tu peux hocher la tête pour dire oui, ou secouer pour dire non. C'est ce que je fais quand papa est trop fatigué pour parler. » Clara eut un léger tremblement des lèvres, presque un sourire. « Cool, dit Lina. Alors on est amis maintenant. » Avant que Clara ne réponde, une voix retentit dans le couloir. « Lina. On y va, ma puce. » Un homme apparut en poussant le chariot. Grand, les traits fatigués mais bienveillants, l'uniforme propre mais usé. Il sourit en voyant sa fille. « Désolé, dit Lina à Clara. Papa m'appelle. À demain. » Clara hocha vite la tête. Lina lui fit signe et s'éloigna. L'homme jeta un regard à la fillette silencieuse. Leurs yeux se croisèrent une seconde. « Fais attention à toi, petite. » Personne ne l'avait jamais appelée ainsi à l'école. Quand la nuit tomba, la grande maison Morel brillait sous le ciel de Lyon. Tout y était parfait, les chandeliers, la vaisselle en porcelaine et le silence. « Clara, ma chérie, tu n'as encore rien mangé, soupira Isabelle Morel, la mère, les yeux rivés à son ordinateur portable. Pas de réponse. Juste le tintement discret de l'argent sur la porcelaine. Isabelle referma son ordinateur, forçant un sourire. « Ta professeure dit que tu ne participes toujours pas. Tu veux m'en parler ?» Clara leva les yeux, hésita, puis secoua la tête. « D'accord, murmura Isabelle. Peut-être une autre fois. » Quand elle quitta la pièce, elle se retourna. Clara sortait un petit papier de son sac. Dessus, un dessin à la craie, l'arbre des études. Ses doigts en suivaient doucement les lignes blanches. Un léger sourire passa sur ses lèvres avant qu'elle ne le cache sous son oreiller.
De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement au-dessus d'une laverie, Marc Lefebvre rentra tard, les mains encore tachées de déterge. Sa fille, Lina, dessinait sur le sol du salon, entourée de crayons cassés et de feuilles froissées. « Papa, tu sais quoi » lança-t-elle sans lever la tête. « Je t'écoute, championne. J'ai une nouvelle amie aujourd'hui. »« Ah oui ? Et comment elle s'appelle ?»« Clara. Elle parle pas beaucoup, mais elle écoute très bien. Je crois qu'elle est triste. » Marc sourit doucement. « Alors tu as fait la bonne chose, ma puce. Les gens tristes ont plus besoin d'amis que les autres. On peut l'aider, tu crois ? Peut-être que le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est juste d'être là. » Lina hocha la tête avec un sérieux d'adulte. « Tu dis souvent ça. »« Parce que c'est vrai, » répondit-il en lui ébouriffant les cheveux. « Allez, au lit. Demain, tu auras encore des histoires à raconter à ton arbre. » Quand la lumière s'éteignit, Marc resta assis dans le noir, pensif. Ses mains usées serraient la tasse de café tiède, ses yeux perdus dans le vide. Il revoyait cette petite fille aux yeux craintifs dans le couloir de l'école. Il avait reconnu ce silence, celui qui parle plus fort que tous les cris. Le lendemain, le soleil filtrait à travers les vitres immaculées de l'Académie Sainte-Marie. Marc aimait arriver tôt, avant le chaos des enfants et les couloirs pleins de rire. Il poussa son chariot, sifflotant un air qu'il avait presque oublié. Mais en passant près de la salle d'art plastique, un son l'arrêta. Un rire. Léger, hésitant, mais bien réel. Il ouvrit doucement la porte. Là, assises sur le carrelage, Lina et Clara. Des craies partout. Des chiffres, des formes, des cœurs. Et au centre, un arbre dessiné avec des racines en spirale. Clara écrivait un nombre, Lina hochait la tête. Oui, c'est ça, 3 x 4, ça fait 12. Clara porta une main à sa bouche pour étouffer un rire. Puis, en voyant Marc, elle se figea. Lina leva la tête, tout sourire. Papa. Regarde, on fait des maths. Marc resta un instant silencieux, observant les deux enfants. La fille du concierge et la fille de la femme la plus influente du lycée. Il s'accroupit doucement. Tu es Clara, c'est ça ? Elle hocha la tête, méfiante. Ta maman doit s'inquiéter. Il est presque l'heure de la sortie. Clara secoua la tête, puis prit un morceau de craie et écrivit sur le carrelage. Je ne veux pas partir. Marc sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il comprenait. Ce besoin d'un endroit où le monde se taisait enfin. D'accord, dit-il avec douceur. Mais juste quelques minutes de plus. Lina, montre-lui les tables de 5. Lina éclata de rire. Elle les connaît presque déjà. Clara esquissa un vrai sourire. Quand elles eurent fini, Marc se pencha vers sa fille. Tu sais qu'on ne peut pas l'emmener ici tous les jours, hein ? Lina fronça les sourcils. Mais elle veut apprendre. Et personne ne l'aide. Ce n'est pas si simple. Alors on leur expliquera, répondit Lina avec conviction. Marc resta un moment silencieux, bouleversé par tant de vérité dans une si petite bouche. Tu parles comme ta mère, murmura-t-il. Lina baissa la tête. Elle te manque, hein ? Chaque jour, dit-il doucement. Allez, on range. On a encore le gymnase à nettoyer avant minuit. Il éteignit la lumière, mais resta un instant à contempler les dessins à la craie sur le sol, chiffres, racines, sourires. Certains cours, murmura-t-il pour lui-même, se donnent dans le silence. Le soir même, à l'autre bout de la ville, Isabelle Morel présidait une réunion interminable dans la salle vitrée de son entreprise. Son assistante parlait de chiffres, de partenariats, de stratégie. Mais son esprit vagabondait vers Clara. Vers son regard vide. « Madame Morel ? Vous allez bien » demanda l'assistante. « Oui, juste fatiguée. Peut-être devriez-vous prendre quelques jours. Passer du temps avec votre fille. » Isabelle eut un sourire amer. Ce n'est pas du temps qu'elle veut. C'est quelqu'un qui sache la comprendre. Le lendemain matin, pour la première fois depuis des semaines, Isabelle accompagna Clara jusqu'à l'école. La voiture s'arrêta devant le portail. Clara regardait dehors, le front collé à la vitre. Son regard se posa sur le concierge qui poussait son chariot près de la fontaine. Isabelle suivit la direction de ses yeux, fronça les sourcils. « Tu le connais ?» Pas de réponse. Juste une petite main contre la vitre, paume ouverte, comme pour atteindre quelqu'un. Isabelle serra les lèvres. « Clara. » Mais la fillette détourna le regard et serra son cahier contre elle. À l'heure du déjeuner, Clara s'assit sous l'escalier, son refuge habituel, là où personne ne venait. Mais cette fois, Lina était déjà là. Elle tenait 2 sandwichs soigneusement emballés. « Je t'en ai gardé un, » dit-elle joyeusement. « Papa a dit que partager, c'est comme faire pousser un arbre à 2. » Clara hésita, puis prit le sandwich, les doigts tremblants. « Merci, » murmura-t-elle presque sans voix. Lina écarquilla les yeux, puis sourit de toutes ses dents. « Tu as parlé. » Clara rougit, baissa la tête, mais un petit rire lui échappa malgré elle. Lina sortit une boîte en métal remplie de craies de couleur. « On continue les multiplications. » Clara hocha la tête.
Ensemble, elles dessinèrent sur les dalles. Des pommes, des chiffres, des fleurs avec des pétales en guise de division. Mais quand la cloche sonna, Clara effaça précipitamment tout. Et, dit Lina, surprise. S'ils voient, ils nous puniront. Alors on recommencera demain, répondit Lina sans hésiter. Le soir, Marc passa dans le couloir qu'elles utilisaient. Le sol était propre, mais il restait un petit cœur tracé à la craie, à moitié effacé. Sous le cœur, quelques mots, merci de m'avoir laissé apprendre. Il s'accroupit, toucha le dessin du bout des doigts et sourit tristement. Continue de grandir, petite, murmura-t-il. À la maison Morel, le dîner fut silencieux comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Clara paraissait, ailleurs, mais pas vide. Comme si une lumière fragile s'était allumée quelque part à l'intérieur. Isabelle l'observait discrètement. Clara, tu sembles différente. Il s'est passé quelque chose à l'école? Clara haussa légèrement les épaules. Tu veux m'en parler? Silence. Puis, lentement, la fillette sortit de son sac un morceau de carton plié. Dessus, des calculs, des dessins, des empreintes de doigts tachés de craie rose. Isabelle le déplia. Qu'est-ce que c'est? Un jeu, avec Lina. Isabelle fronça les sourcils. Lina? Pas de réponse. Clara se leva, emporta son assiette et la posa dans l'évier. Isabelle resta seule à table, le morceau de carton entre les mains, le cœur serré. Le lendemain matin, elle appela le responsable de la sécurité de l'école. Je veux la liste complète de toutes les personnes qui ont interagi avec ma fille ces 2 dernières semaines. Professeur, personnel, agent d'entretien. Et les enregistrements vidéo des couloirs. Bien, Madame Morel. Quelques heures plus tard, Isabelle était assise à l'arrière de sa voiture noire, son ordinateur portable ouvert. Les images défilaient à l'écran. Des couloirs, des salles de classe, des visages anonymes. Puis, soudain, une image la figea. Sur la vidéo, Clara assise au sol, un morceau de craie à la main. À côté d'elle, Lina, qui dessinait un arbre. Et près d'elle, accroupi, un homme. L'agent d'entretien. Marc Lefebvre. Isabelle mit la vidéo sur pause. Elle reconnut son visage, celui qu'elle avait aperçu en déposant Clara. Sur les images, il riait doucement, tapotait l'épaule de la fillette. Clara souriait. Souriait. Une chaleur étrange monta en Isabelle. Colère? Peur? Incompréhension? Pourquoi lui, murmura-t-elle. Pourquoi pas un professeur? L'après-midi, Clara arriva comme toujours près du couloir de l'ailée. Mais la porte du placard où elle se retrouvait était fermée. Elle frappa doucement. Rien. Encore une fois. Silence. Puis une voix derrière elle. Clara. Elle se retourna. Sa mère. Isabelle se tenait droite, un dossier à la main, le visage fermé. Viens avec moi. Elles entrèrent dans une salle de réunion vide. Isabelle posa le dossier sur la table et l'ouvrit. Des captures d'écran. Clara, Lina, Marc. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Clara fixa les photos sans répondre. Cet homme n'est pas professeur. Il n'a pas le droit de t'enseigner. Clara sortit lentement la craie rose de sa poche, la posa sur la table et écrivit. Il ne m'a pas enseigné. Il m'a écouté. Isabelle resta immobile. C'est ça que tu voulais? Juste qu'on t'écoute? Clara leva les yeux, silencieuse. Isabelle sentit ses défenses s'effondrer. Pourquoi tu ne m'as rien dit? La petite écrivit encore. Tu parles. Lui, il entend. Le silence qui suivit fut lourd, mais différent. Pas celui de la distance. Celui d'une fissure qui s'ouvre enfin. Isabelle ferma le dossier. Je vais m'en occuper. Elle posa une main tremblante sur celle de sa fille. Et, pour la première fois depuis longtemps, Clara ne la retira pas. Vous pensez vraiment que passer la serpillière vous donne le droit d'enseigner à ma fille? La voix d'Isabelle Morel résonna dans le couloir désert de l'école comme un coup de tonnerre. Face à elle, Marc Lefebvre resta immobile, les mains sur le manche de son balai, le regard calme. Lina, tapie derrière lui, osait à peine respirer. Quelques minutes plus tôt, il expliquait tranquillement les fractions à Clara et Lina, assises sur le sol, riant timidement. Et puis Isabelle était arrivée, furieuse, glaciale. Madame Morel, je ne voulais pas. Ne cherchez pas d'excuses, coupa-t-elle sèchement. Vous avez franchi une limite. Marc soutint son regard sans arrogance. Quelle limite? Celle où un enfant recommence à apprendre avec le sourire? Elle tressaillit. Lina, les yeux grands ouverts, murmura. Maman, s'il te plaît. Non, Lina. Ce n'est pas un terrain de jeu. Marc posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. Va ranger nos affaires, ma puce. Lina obéit, tête basse. Isabelle inspira profondément. Vous n'avez aucun diplôme, aucune autorisation. Et si quelque chose arrivait? Elle a ri, répondit Marc simplement. Pardon. Elle a ri. Elle a écrit. Elle a posé des questions. C'est ça qui vous dérange? Sa voix n'était ni dure ni provocante.
Elle était vraie. Isabelle sentit une fissure en elle. Vous ne savez rien d'elle. Je sais qu'elle n'aime pas les bruits forts. Qu'elle compte les lettres avant d'écrire. Qu'elle lit mieux quand on lui chante les phrases doucement. Qu'elle se place toujours à 3 pas du mur pour se sentir en sécurité. Et surtout, je sais qu'elle n'a plus peur ici. Les mots la transpercèrent. Elle aurait voulu répliquer, mais aucun son ne sortit. Alors elle lâcha simplement. C'est terminé. Vous quittez cette école ce soir. Marc hocha lentement la tête, sans colère. Je comprends. Il ramassa son seau, rangea calmement ses outils et s'éloigna sans un mot. Quand il disparut au bout du couloir, Clara sortit de l'ombre. Elle ramassa un morceau de craie tombé au sol et traça sur les carreaux. Il ne m'a pas fait parler. Il m'a rendu sûr. Ce soir-là, Marc resta assis devant son assiette intacte. Lina, les genoux repliés sur sa chaise, jouait nerveusement avec sa serviette. Papa? Oui. Tu étais prof avant, pas vrai? Il leva les yeux vers elle, surpris. Avant, oui. Avant maman. Lina hocha la tête. Elle t'aurait dit de continuer. Elle disait toujours que certains enfants avaient juste besoin d'une autre salle de classe. Marc eut un sourire amer. Peut-être. Mais cette fois, j'ai été trop loin. Non, papa. Tu l'as juste laissé exister. Les mots de sa fille le frappèrent de plein fouet. Il ferma les yeux, ému. Tu as plus de sagesse que beaucoup d'adultes, toi. Je tiens ça de toi, répondit-elle avec un petit sourire. À la maison Morel, le silence pesait plus fort que d'habitude. Dans la voiture, Isabelle avait simplement dit. Je suis désolée. Je ne savais pas. Puis plus rien. Clara était montée dans sa chambre. Sous son oreiller, elle sortit le vieux papier où Marc avait dessiné un arbre et écrit une phrase au stylo bleu. Les racines les plus fortes poussent sur un sol brisé. Elle traça les mots du bout des doigts, le cœur serré. Puis, dans son carnet, elle écrivit. Pourquoi tout ce qui est bon s'en va toujours? Elle ne pleura pas. Elle ferma le carnet et laissa le silence lui répondre. Le lendemain, Isabelle passa la matinée à fixer une vidéo figée sur son écran. L'image de Marc, accroupi à côté de Clara, lui montrait une autre vérité. Il ne l'a pas fait par désobéissance, murmura-t-elle. Son assistante leva les yeux. Que voulez-vous dire? Il l'a fait par bienveillance. Et j'ai puni le seul homme qui a su la comprendre. Un long silence suivit. Que comptez-vous faire? Demanda l'assistante. Isabelle inspira profondément. Ce que j'aurais dû faire depuis le début. En fin de journée, Marc terminait son dernier tour de nettoyage. Il accrocha son uniforme à son crochet habituel, attrapa la petite boîte où il gardait les dessins de Lina et une feuille que Clara avait oubliée, une table de multiplication décorée d'un cœur rose. Il était presque à la porte quand une voix l'arrêta. Monsieur Lefebvre. Il se retourna. Isabelle Morel. Pas de tailleur luxueux cette fois. Juste un manteau sombre, des yeux fatigués, mais sincères. Je ne suis pas venu changer votre décision, dit-il calmement. Non, répondit-elle. Je viens changer la mienne. Un silence. Le genre qui réécrit tout. Vous avez vu ma fille, dit-elle d'une voix basse. Pas ses notes, pas son silence. Elle, vraiment elle. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je n'ai juste pas détourné le regard. C'est déjà plus que ce que beaucoup ont fait. Elle s'approcha, le regard déterminé. J'aimerais que vous continuiez. Officiellement. Pas comme concierge, mais comme mentor. Marc cligna des yeux, stupéfait. Pourquoi moi? Vous pouvez engager n'importe qui. Parce que c'est vous qu'elle a choisi. Il resta silencieux un long moment, puis murmura. Je n'ai pas l'habitude des secondes chances. Isabelle sourit faiblement. Elle non plus. Marc inspira profondément. D'accord, dit-il enfin. Je reste. Le regard d'Isabelle s'adoucit, et un mince sourire traversa ses lèvres. Merci. Et, une dernière chose. Elle fouilla dans son sac et sortit un petit carnet. Hier soir, Clara a écrit une phrase. Une seule. Elle lut doucement. S'il s'en va, je redeviens silencieuse. Marc sentit sa gorge se serrer. Alors, dit Isabelle en rangeant le carnet, je crois que vous avez déjà votre lettre de recommandation. Elle s'éloigna, laissant Marc seul dans le couloir. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était plus invisible. Le lendemain, dans la salle des professeurs, un nouvel avis fut affiché. Création d'un espace pédagogique alternatif, la salle de l'arbre des études. Responsable, Monsieur Marc Lefebvre, mentor éducatif. Certains enseignants hochèrent les épaules, d'autres levèrent les yeux au ciel. Mais quand Marc entra, un silence respectueux s'installa. Il ne dit rien, juste un simple « Merci ». Quelques jours plus tard, le petit local qu'il avait autrefois nettoyé devint un lieu de vie. Des tapis, des chaises colorées, des tableaux, des guirlandes d'enfants. Et au fond, un grand dessin peint par Clara, un arbre immense dont les racines formaient un livre ouvert. Lina distribuait des étoiles en papier. « C'est pour le courage », expliqua-t-elle. «
Parce qu'apprendre, c'est un peu comme être brave. Marc lui ébouriffa les cheveux. Et ça, tu l'as appris où? De toi, évidemment. Clara souriait, assise au premier rang. Elle levait la main, maintenant. Pas toujours, mais parfois. Et chaque fois qu'elle le faisait, c'était comme si le monde entier retenait son souffle. Pendant ce temps, au bureau de la directrice, Madame Lefort, l'ambiance était plus tendue. Vous savez, Madame Morel, ce projet est atypique. L'éducation l'est aussi, quand elle fonctionne, répondit calmement Isabelle. Et si cela échoue? Alors nous aurons essayé. La directrice soupira. Vous êtes décidé, n'est-ce pas? Absolument. Et je veux qu'il reste. Pas comme employé d'entretien, mais comme enseignant à part entière. Madame Lefort hocha la tête, résignée. Elle avait vu beaucoup de parents riches imposer leur volonté. Mais celle-là semblait agir non par orgueil, mais par foi. Ce soir-là, Marc ouvrit son casier. Une enveloppe blanche l'attendait. Dessus, en écriture soignée, merci. À l'intérieur, une carte. Je sais ce que vous avez fait pour Clara. Pour mon fils aussi. Vous ne le savez pas, mais certains d'entre nous vous voient. Continuez. Pas de signature. Juste un bon d'achat pour une librairie. Marc sourit. Parfois, le silence dit merci. Le lendemain, Isabelle brossait les cheveux de sa fille avant l'école, un geste oublié depuis des années. Tu aimes ta nouvelle salle? Demanda-t-elle doucement. Clara hocha la tête. Puis, après une hésitation, elle sortit un dessin de son sac. 3 personnages dessinés à la craie, un homme grand, une fille aux tresses, et une autre aux cheveux bouclés. C'est Marc, moi et Lina, dit-elle à voix basse. Isabelle eut les larmes aux yeux. Vous formez une belle équipe. Clara baissa les yeux. Je croyais que j'étais cassée. Isabelle s'agenouilla devant elle. Tu ne l'as jamais été, ma chérie. Tu es juste brillante d'une autre façon. Clara leva les yeux, sourit timidement, puis murmura. Merci d'avoir écouté. Ces quelques mots suffirent à faire trembler Isabelle. Elle comprit alors que la vraie guérison ne venait pas des thérapeutes, mais de l'écoute sincère. Le lundi suivant, Marc arriva tôt à l'école. Sur le mur du fond de la nouvelle salle, un cadre avait été accroché. Un texte calligraphié disait « Certains élèves ne sont pas en retard. Ils attendent simplement que quelqu'un marche à leur côté. » En dessous, une petite inscription. Dédiée à Monsieur Marc Lefebvre. Marc effleura le cadre du bout des doigts. « Je n'ai pas marché à côté d'eux, murmura-t-il. Ce sont eux qui m'ont ramené sur le chemin. » Puis il sourit et alluma la lumière. L'arbre sur le mur sembla s'illuminer à son tour. Le lendemain matin, la salle de l'arbre des études débordait d'énergie. De nouveaux élèves arrivaient, des enfants discrets, des timides, des rêveurs, ceux qu'on oubliait d'appeler. Marc les accueillit un par un sourire sincère au coin des lèvres. Ici, il n'y a pas de mauvaise réponse. Seulement des débuts. Clara s'installa près du tableau, son carnet bien ouvert. Lina, toujours pleine d'enthousiasme, déposait sur chaque bureau une craie colorée. C'est pour écrire ce qu'on n'ose pas dire, expliqua-t-elle. Marc se pencha vers elle. Et toi, tu vas écrire quoi? Merci, répondit-elle simplement. À travers la vitre, Isabelle observait. Le regard qu'elle posait sur sa fille n'avait plus rien de distant. Il y avait là une fierté tendre, une paix nouvelle. Elle repensa aux réunions, aux chiffres, aux années passées à tout vouloir contrôler. Et pour la première fois, elle comprit, la réussite, c'était ça. Mais le monde extérieur, lui, n'était pas prêt à changer si vite. 2 jours plus tard, le forum des parents de l'académie s'enflamma. Un concierge qui enseigne? Est-ce vraiment sûr? Nos enfants méritent mieux. C'est un scandale. Dans la salle de réunion, des voix s'élevaient, pleines d'indignation. Une mère en tailleur lança. Nous donnons des dons importants à cette école, pas pour que nos enfants apprennent dans une salle improvisée. Un père renchérit. Où allons-nous, si n'importe qui peut devenir professeur? Isabelle écoutait sans bouger, les bras croisés. Puis, calmement, elle se leva. Vous avez raison sur un point, dit-elle. N'importe qui ne peut pas enseigner. Mais tout le monde peut apprendre. Même à écouter. Les murmures se turent. Cet homme n'est pas dangereux. Il est digne. Il nettoie vos couloirs la nuit et, le matin, il apprend à vos enfants à croire en eux. Si c'est une faute, alors je veux être coupable. Personne n'osa répondre. Le lendemain, lors de la réunion du conseil, un événement inattendu eut lieu. Quand la présidente du comité invita un témoin à s'exprimer, la porte s'ouvrit doucement. Clara entra. La salle entière se figea. Elle s'avança jusqu'au pupitre, une feuille dans la main. Mais au lieu de la lire, elle la posa. Sa voix tremblait, mais elle parlait. Il ne m'a pas appris les mathématiques. Il m'a appris à ne pas disparaître. Un silence total tomba. Même les plus sceptiques baissèrent les yeux. Clara retourna s'asseoir près de Lina, la tête haute. Isabelle prit alors la parole. On croit que l'éducation, c'est des notes, des examens, des diplômes. Mais si quelqu'un peut rallumer la lumière dans le regard d'un enfant, il a déjà tout enseigné.
Ce jour-là, la décision fut prise à l'unanimité. Marc Lefebvre restait enseignant. Les semaines passèrent. Le projet s'agrandit. D'autres écoles voulurent copier le modèle. Des lettres affluaient de toute la France. Chaque école devrait avoir son arbre d'études. Marc en lisait quelques-unes le soir, un sourire tranquille sur les lèvres. Un soir, Isabelle l'invita à dîner. La table était simple, chaleureuse. Lina pliait des serviettes en forme d'oiseau, Clara aidait à verser l'eau. Marc hésita avant de s'asseoir. « Vous êtes sûr ? Ma fille pense encore que les fourchettes à poisson sont des armes. » Isabelle éclata de rire. « Tant mieux. Ici, on apprend tous à notre manière. » Pendant le repas, Clara fit tomber le pichet d'eau. Le verre se brisa. Elle se figea, paniquée. Marc s'agenouilla aussitôt. « Ce n'est rien. Les accidents ne nous définissent pas. C'est la façon dont on se relève qui compte. » Clara hocha la tête, les yeux brillants. « Merci, papa. » Le mot tomba dans l'air comme une promesse. Isabelle le sentit. Marc aussi. Lina, elle, murmura malicieusement. « Je te l'avais dit. » Ce soir-là, Isabelle rejoignit Marc sur la terrasse. La ville s'étendait en lumière sous leurs pieds. « Clara t'a appelé papa, dit-elle doucement. « Oui, je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Mais, je crois qu'elle a raison. » Ils restèrent côte à côte, silencieux, le vent caressant la nuit. « Tu as réparé quelque chose en elle, dit Isabelle. »« Non, répondit Marc. Elle s'est réparée elle-même. Moi, j'ai juste attendu. » Elle le regarda longuement. « Et si on attendait ensemble ?» Il tourna la tête vers elle. Un sourire, timide mais sincère. « Je crois que c'est la plus belle leçon que j'ai jamais reçue. » L'aube se leva sur Lyon. Dans la salle de l'arbre des études, les rires d'enfants remplissaient déjà l'air. Sur le mur, un panneau neuf venait d'être accroché. On ne change pas les enfants en parlant plus fort, mais en écoutant plus longtemps. Clara traçait un soleil jaune dans le coin du tableau. Lina accrochait des étoiles en papier. Marc, debout derrière elle, souriait. Et Isabelle, depuis la porte, murmura. « Voilà. C'est ça, le bonheur. » La lumière du matin baignait la salle. Personne n'était invisible. Personne n'était brisé. Et quelque part, au cœur de cet arbre peint, les racines du courage continuaient de pousser. Arbre.